On va commencer donc cette troisième masterclass orientée sur le rugby à 7, que ce soit masculin ou, ou féminin. Dans un premier temps, vous présentez les intervenants qui vont vous parler donc du rugby à 7. Le premier, c'est JB Pascal, qui est au milieu. Donc lui déjà, bon, il est corse, je préfère vous le dire. Donc il nous a rejoint en 2018. Il a rejoint le staff de Jérôme Daré. Il avait eu déjà des actions à la fédération pendant son cursus étudiant, puisqu'il nous sort de l'université de Créteil. Il avait donc avec un master spécialisé en analyse de performance. Et puis, dans un deuxième temps, il a fait une formation à Cardiff, qui est nous, un petit peu, enfin, pas un petit peu, complètement même, la mecque des gestions de données et de ces productions de données. À sa droite, donc à votre gauche, David Courtex, que je pense, je vais aller vite pour le présenter, puisque c'est une tête connue du rugby à 7 et notamment du rugby à 7 féminin. Il a, lui, joué et entraîné. D'abord, il a joué à Clermont, joué à Aurillac, puis entraîné aussi les espoirs d'Aurillac, avant de rejoindre en 2009 France à 7 féminine. Donc, il est... on va dire, on peut appeler ça créateur de tout ce qui a été le rugby à 7, et il l'a développé déjà donc depuis 13 années, ce qui l'a amené, vous le savez, à être vice-champion olympique des derniers JO. Le dernier, c'est Jérôme, à votre gauche, donc le plus à droite, qui a fait l'essentiel de sa carrière de joueur et d'entraîneur à l'US Dax. Donc où il a eu à l'US Dax, au-delà de joueur, tous les postes, je pense, dans les clubs, peut-être pas celui de président, mais tout du moins celui d'entraîneur de top 14, de directeur sportif, avant de rejoindre France à 7 masculin en 2017. Donc je vais leur laisser la parole. Et puis pour commencer, à JB. Merci Vincent pour l'introduction. Donc mon petit préambule pour démarrer l'intervention commune avec David et Jérôme, ce sera juste une mise en cadre de ce que c'est le rugby à 7 dans l'optique de mettre du sens. Un peu, c'est une thématique qu'on revoit depuis ce matin entre les différentes interventions, pour vous aider à mettre du sens sur les deux futures interventions de David et Jérôme. Donc le rugby à 7, qu'est-ce que c'est? La plupart de l'année, c'est organisé autour des HSBC World 7 Series, qui est notre compétition internationale et qui nous remplit la plupart de l'année. Donc pour prendre l'exemple des filles qui est sur la droite de la diapositive, c'est organisé sur 7 tournois, sur 6 mois de compétition, avec 12 équipes nationales qui y participent, donc 10 quarts de finalistes différents sur les tournois de la saison 2021-2022, c'est pour vous dire un peu la densité de compétition. Et sur 6 tournois, 3 équipes victorieuses différentes aussi sur cette année. Une particularité aussi du rugby à 7, c'est bien entendu de traverser différents fuseaux horaires. Donc pour les filles, c'est 6 fuseaux horaires et pour les garçons 7, ce qui implique forcément beaucoup de kilométrage et beaucoup de temps aussi à l'extérieur de chez soi. C'est entre 200 et 220 jours par an qu'on passe en dehors du domicile. En plus de cette compétition internationale, on retrouve aussi des événements majeurs. Le rugby à 7 est soumis à des événements majeurs, pardon. Une Coupe du Monde de rugby à 7 tous les 4 ans qui aura lieu en septembre prochain au Cap, et aussi tous les 4 ans les Jeux Olympiques, car le rugby à 7 est sport olympique. Et en marge de ces événements majeurs, donc du coup tous les 2 ans, il y a aussi des phases de qualification sur les étés libres pour pouvoir se qualifier à l'événement majeur suivant. Et en plus de tout ça, on trouve aussi des tournois continentaux, les Grands Prix Series pour exemple cet été, qui sont la forme continentale européenne du World 7 Series, où, par exemple, pour cet été, les équipes de France seront engagées sur 2 tournois européens. Si on zoome un peu plus sur une semaine de compétition, la compétition s'organise sur 2 à 3 jours, avec 5 à 6 matchs par équipe, en fonction des formats de compétition.
j'ai mis plusieurs milliers de fans parce que c'est des compétitions qui s'étendent du coup sur plusieurs jours et uniques dans l'année pour les villes qui les reçoivent. Là, par exemple, sur la photo, c'est Hong Kong, on va à Los Angeles, à Dubaï, au Cap, on traverse tous les continents. Et c'est aussi à prendre en compte dans la performance des joueurs que d'être entouré par tout cet événement qui est unique et majeur. Et aussi à travers le week-end de compétition comme la semaine, un lieu de vie commun à toutes les équipes. Donc toutes les équipes vivent dans le même hôtel. Ça, c'est peut-être pas quelque chose qui se sait, mais tout le monde vit la plupart du temps dans le même hôtel, se nourrissent dans la même cantine, ont un seul lieu de récupération sur les tournois et une salle d'analyse dans laquelle tous les analystes, donc moi comme mon homologue féminin Corentin, analysent toutes les performances de toutes les équipes, capturent en live et avec nos différents logiciels et ont le plus d'interaction avec les coachs qui viennent nous rejoindre dans ces salles-là avant et après les matchs pour pouvoir récupérer le plus d'informations possible. Donc ces lieux communs de vie au final imposent aussi un certain format extrême parce que c'est complètement atypique par rapport à ce qui peut se trouver en rugby à 15. Et pour pouvoir répondre à toutes ces demandes, les squads sont composés de 13 joueurs, donc sur les feuilles de match, comprennent entre 4 et 7 personnes dans le staff sur place, parce que toutes les fédérations ont aussi des bases arrière. Donc nous, on en a une à la fédération, notamment pilotée par Julien Pissionne, directeur de l'accompagnement à la performance. Et on de disponible un seul vestiaire, la plupart du temps en plus partagé avec d'autres équipes, comme seul lieu commun unique à l'équipe. Donc pour zoomer encore un peu plus sur la compétition, en match, le rugby à 7, c'est tout le monde sans doute, c'est un sport extrême de par notamment les demandes rugbystiques qui sont demandées aux joueurs. Donc je vais pas vous faire tous les chiffres, mais c'est un rug toutes les 19 secondes, une passe tous les 6 et un plaquage tous les 15. Donc les joueurs sont tout le temps en activité parce que si on n'est pas en activité proche du ballon, on va être en activité loin du ballon parce que le jeu va vite rebondir sur nous. C'est 50% des temps de jeu effectifs, sachant que théoriquement un match de rugby à 7 dure 14 minutes, mais le temps est tellement court que du coup les équipes utilisent le maximum, donc du coup n'hésite pas à prolonger le temps même au-delà du temps réglementaire. À l'intérieur de ça, on retrouve du coup 50% de temps de jeu effectif, potentiellement 70 à 84 minutes de temps de jeu, encore une fois théorique, même si dans la réalité on monte souvent à plus de 100 minutes de temps de jeu réel sur un week-end de rugby à 7. Et une dernière donnée aussi, c'est 38 points scorés en moyenne dans un match de rugby à 7, ce qui correspond à un essai toutes les 69 secondes. Et cette donnée-là, elle est intéressante aussi à prendre en compte sur toutes les données émotionnelles dont David et Jérôme pourront vous parler, parce que le fait qu'il y ait autant de marques, que ce soit pour nous ou contre nous, fait qu'on est constamment dans une remise en question et à devoir aller chercher quelque chose au-delà de tout ça. Quelques données physiques pour vous illustrer, même s'il y en a eu quelques-unes depuis ce matin. Un match de rugby à 7, donc pas un tournoi, c'est environ 1 km parcouru par joueur, même si ça dépend des profils et de tous les projets de jeu, à un rythme de 106 mètres par minute, mais si on prend en compte l'ensemble du match, si on prend en compte que les périodes où le jeu se déroule, donc du coup le ball in play, vous en avez entendu parler ce matin, on monte à 157 mètres par minute, donc c'est un rythme très très élevé par rapport au rugby à 15 par exemple. 8 accélérations, 12 décélérations, c'est pour vous dire aussi que c'est un sport dans lequel on maîtrise le tempo. Je pense que c'est quelque chose que vous allez entendre parler tout à l'heure, où on accélère, on décélère, on essaye toujours de se démarquer de l'adversaire en essayant toujours d'avoir le dessus sur la prise de décision par rapport à lui, justement avec ses décélérations et ses accélérations. Et 17% de déplacement à haute intensité si on considère tout le match, 25% si on considère le ball in play, c'est-à-dire supérieur à 18 km/h, ce qui fait qu'un quart des courses des joueurs se font à haute intensité, ce qui vous donne aussi un ordre d'idée sur la dépense en match du joueur. Et en plus de tous ces éléments qui amènent au fait que le rugby à 7 c'est un sport extrême de par la vitesse et le rythme qu'il impose, on retrouve aussi cette vitesse et ce rythme entre les matchs, sur les gestions d'intermatch, où souvent les équipes disposent que de quelques heures, la plupart du temps 2 à 3 heures, rarement ça monte à 6 heures entre les matchs, où sur cette période les staffs et les joueurs doivent solder le match précédent et aussi préparer le match suivant d'un point de vue physique, mental et stratégique et tactique. Bon, parfait, j'ai plus de retour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement pour gérer tous ces matchs-là, il y a différentes stratégies qui sont mises en place, stratégies nutritionnelles, émotionnelles, de récupération, stratégies d'analyse, sur lesquelles les équipes travaillent forcément au quotidien.
Et pour vous donner juste ce que vous avez sur la droite de la diapo, pour donner juste l'exemple d'un point de vue analyse, parce que c'est mon champ de compétences, sur les matchs France, donc du coup sur les 2 heures entre chaque match, on dispose de 20 minutes de match environ, sur 3 angles de vue différents, donc 1 heure de vidéo au total, et plusieurs centaines de données, un peu comme ce que pouvaient montrer Nicolas ou Vincent, on dispose pas mal de données sur les matchs, et cette vitesse qui caractérise le sport extrême, David va en parler tout à l'heure, aussi pour les staffs, nous force à aller à l'essentiel et à aller à la simplicité. Mais donc du coup, ça fait aussi écho à ce que pouvait dire Nico sur l'analyse du 15 de France. C'est-à-dire que on scanne l'ensemble des données, donc les centaines de données disponibles, les trois angles de vue sur 20 minutes, et à l'intérieur de ça, on est obligé d'aller à l'essentiel sur de quoi les joueurs ont besoin pour solder le match et de quoi ils ont besoin pour préparer le match suivant. Et exactement de la même manière sur les matchs adversaires, on a 20 minutes sous 3 angles différents, multipliés par le nombre de matchs. Donc si on arrive en match 6, par exemple sur Samoa, sur le dernier tournoi à Toulouse, on avait 5 matchs en 3 angles fois 20 minutes, des plusieurs milliers de données disponibles, plus potentiellement une analyse de l'arbitrage. Et là encore, le vrai cœur du travail, c'est comment on va à l'essentiel et comment on aide les joueurs et le coach à aller dans les actes, un peu comme sur la slide de Nicolas pouvait dire tout à l'heure. Voilà, donc je passe la main à David pour rentrer encore plus dans cette dimension de sport extrême, et voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et à l'image de ce qu'a dit Laurent, merci d'être venu jusqu'à nous, parce que c'est l'occasion de nous rencontrer, de discuter, et que c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. La question qui m'était posée à moi, c'était: le rugby à 7 est-il un sport extrême? Alors, JB a donné des éléments de réponse. Je me suis intéressé en termes de méthodo un petit peu à ce que je retrouvais. Alors, j'ai été formé comme un enseignant de PS, mais les STAPS sont très loin de moi, comme vous vous en doutez. Et donc, je me suis repenché un petit peu sur tout ce que j'ai pu trouver en termes de définition des sports extrêmes, qui, à l'époque où moi j'étais étudiant, était quand même une notion nouvelle, émergente. Voilà un petit peu l'ensemble des termes qui revenaient. Beaucoup d'éléments sur le plan mental, y compris sur le plan de la mise en danger, un petit peu, en tout cas de l'exposition de l'intégrité physique. Puis l'idée de la prise de risque, l'idée de l'adaptation, de la confrontation au milieu, à la nature, à sa puissance, et dans l'ensemble, un retour très régulier à l'hostilité du milieu, la prise de risque, la vitesse, l'intensité, l'incertitude, et une fois de plus, donc ce qui va avec, c'est l'adaptation. Il y a quand même beaucoup de récurrences autour de la sollicitation mentale, de la résilience et de cette capacité à faire face à des choses totalement imprévues, de façon individuelle ou collective. Ensuite, écoutez, je vous laisse découvrir les images. Comme tout le monde, je suis passé un petit peu par là. Donc peut-être le passer par le crible de ce que je viens de dire des sports extrêmes et de la façon dont ils sont définis par des spécialistes, des sociologues, et un certain nombre de gens qui sont, encore une fois, intéressés à cette capacité qu'avait l'individu à une certaine période à aller chercher un petit peu au-delà de ses limites et à s'exposer à des choses que manifestement il ne pouvait pas maîtriser en totalité. D'accord ? Et je pense que ça renvoie beaucoup à ce qui a été dit par les précédents intervenants. Donc d'abord des images garçons, l'occasion de vous faire découvrir un peu le rugby à 7 pour ceux qui le connaissent moins ou le suivent moins. Intéressez-vous certes, mangez les images, j'ai envie de vous dire. Regardez bien sûr ce que ça génère en termes de dépenses physiques, de dépenses énergétiques, de courses, de freinage, de changement de rythme, de qualité technique, mais aussi en termes de réactivité des soutiens, qu'ils soient offensifs ou défensifs, en termes de posture, en termes de replacement, en termes d'adaptation justement à ces ballons qui glissent, qui tombent, et à tout ce que ça suppose au niveau moteur et au niveau cognitif de la part de chacun des joueurs. Voilà, alors vous y retrouvez tout un tas de données qui ont été, tout un tas d'éléments qui ont été évoqués par Laurent, par Thomas, qui le seront par Jérôme tout à l'heure, sur la capacité à se démarquer, la capacité à prendre de l'espace, la capacité à s'adapter et à bouger en fonction du rapport de force, et puis à s'adapter véritablement à ce rapport de force, puisque c'est quand même un élément fondamental au-delà de la dépense physique. Il y a deux adversaires qui s'opposent. On a beaucoup finalement parlé de rapport de pression depuis ce matin. Et il y a forcément un adversaire qui souhaite empêcher l'autre de faire ce qu'il veut. Autrement dit, il faut certes savoir jouer et essayer de mettre la pression à l'adversaire. Il faut aussi, de temps en temps, savoir accepter qu'il est plus fort et qu'il vous met la pression. Et donc, il convient sans doute, et c'est un peu le message, de travailler tous les rapports de force, y compris ceux qui sont négatifs, puisque de temps en temps,
l'adversaire, lui, vous impose ce qu'il veut. Voilà, donc encore une fois, peut-être y retrouver en termes d'entraînement la notion d'intention, hein, la notion, une fois de plus, de vitesse, d'intensité, et ce chaos qui a été évoqué, qui suppose de la part des joueurs les plus proches, de la part des joueurs les plus lointains, de prendre en compte les situations et d'y réagir de la façon la plus optimale, et puis le mot très à la mode, de la façon la plus connectée. Voilà, alors peut-être ne vous intéressez pas forcément au choix, juste redire à l'image de ce qu'a dit Laurent que franchement le 7 c'est l'école absolue, et le rugby sans doute l'école absolue de la simplicité. Et que dès lors que vous cherchez à faire très compliqué, le sport lui-même est suffisamment complexe pour qu'il n'y ait pas besoin de rajouter quoi que ce soit à ce qu'il offre déjà en termes de développement. Même chose pour les filles. En profiter pour vous dire que statistiquement parlant, aujourd'hui, les données, qu'elles soient physiques, techniques, tactiques, sont très comparables chez les filles et chez les garçons. Il n'y a absolument aucune différence. Y compris sur le jeu au pied, c'est en train de se réguler. Voilà, alors après, des systèmes qui s'affrontent, des philosophies qui sont différentes, mais qui malgré tout se construisent toujours autour d'une seule et unique chose, comment mettre la pression à l'adversaire. Une petite référence à Deleplace, qui avait fait disparaître le statut de défenseur et d'attaquant au profit de celui d'utilisateur et d'opposant, pour rappeler que le rugby était un sport de pression. Voilà. Et l'idée est quand même d'identifier des situations de façon individuelle et collective et d'essayer d'y répondre par des comportements adaptés et encore une fois connectés ou cohérents vis-à-vis des repères sur lesquels on a essayé de se mettre en place et l'adaptation permanente à tout ça. Voilà, puis un petit clin d'œil sur la fin. Pour rappeler, puisque ça a été évoqué par Laurent beaucoup tout à l'heure, que pour gagner au rugby, il suffit d'avoir le ballon pendant, en l'occurrence, 3 secondes, de faire une passe et d'aller derrière la ligne. Puisque là, les deux actions se suivent. Juste sur l'intensité, une fois de plus, et puis pour revenir à la définition des sports extrêmes, sur les aspects mentaux, c'est des actions qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Là, il y a juste un coup d'envoi raté sur lequel il y a un en avant, enfin, un coup d'envoi sur lequel il y a un en avant que je vous ai coupé. Toutes ces actions sont dans la continuité, sinon sur le terrain. Voilà, donc derrière, encore une fois, des qualités techniques, des qualités physiques, bien sûr, mais aussi des qualités mentales. Voilà, qui... pas forcément plus au rugby à 7 qu'au rugby à 15, mais qui, dans le rugby en tout cas, sont des éléments majeurs. Voilà. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, je vais faire un petit peu écho à ce que JB a balayé tout à l'heure, juste pour vous donner des données chiffrées, des éléments qui comptent à un moment sur l'entraînement et qui peut-être pour le coup la font un petit peu la différence entre deux disciplines jumelles, dont la logique interne est absolument la même, dont les principes fondamentaux sont les mêmes, il n'y a pas à se polluer, le rugby à 7 est le même que le rugby à 15. Sur son extrémité, moi j'y reviendrai à la fin, je ne suis pas sûr que ce soit un sport extrême, c'est sans doute un rugby d'extrême par certains côtés, peut-être pas plus complexe que le 15, différent seulement, mais par contre avec des données finalement en termes de chiffres, vous le voyez, qui sont sans doute majorées par l'espace, par le temps, et donc des données d'entraînement qui bien sûr sont en corrélation. Vous aurez de toute façon ces chiffres si vous le souhaitez, mais vous voyez une tournée de rugby à 7, grosso modo c'est 70-72 km en 2 semaines. Voilà, avec tout ce que ça suppose, c'est plus de 10 km au-dessus de la VMA, c'est là en l'occurrence 400 mètres de sprint sur 2 tournois et 2 semaines d'entraînement. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, sur le tournoi de Toulouse, par exemple, il y a des filles qui sont quasiment à 350 mètres de sprint sur un seul et unique tournoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a de la donnée physique, et c'est vrai que du coup, l'entraînement doit préparer à tout ça. Et qu'il renvoie donc à ce que j'évoquais et ce qu'on évoque dans les sports extrêmes, cette aptitude mentale à encaisser les charges, et puis effectivement à leur donner du sens, à travailler dans le rouge et à accepter un petit peu tout ce qui va avec, et notamment tout ce qui est connectif et prise de décision. Je peux y aller, je passe vite. Voilà, là aussi pour répondre à la question, et ça ne vaut que par l'exemple, tu peux y aller, juste dire, alors encore une fois, ça mériterait d'être plus traité, il n'y a pas tous les sports co, mais en tout cas voilà une petite étude qui avait été présentée et qui plaçait le rugby à 7 en termes de déplacement
parmi les sports les plus intenses, les plus sollicitants, au même titre que le football australien, par exemple. Il y a aussi le football gaélique qui n'apparaît pas dans cette étude et qui est un tout petit peu supérieur. Mais en gros, un sport dans lequel on se déplace beaucoup, vous l'avez vu, il n'y a pas de surprise, on se partage le même terrain à 7, il est inévitable que ça sollicite un peu plus. On peut y aller. Voilà, là, des données, une nouvelle fois, qui reprennent un petit peu celles de JB, qui sont un tout petit peu supérieures. Vous avez en bleu la distance totale parcourue, en rouge la distance qui se parcourt à haute intensité, d'accord, hein, c'est-à-dire au-dessus de la VMA, et puis le nombre de mètres en sprint par match. Vous voyez quand même que d'un match à l'autre, il peut y avoir d'immenses différences, et vous avez le rythme en haut qui correspond un petit peu à ce qu'a décrit JB, c'est-à-dire aux alentours de 100 mètres minutes à peu près. Voilà, très rapidement, juste pour vous le faire partager, parce que ça compte dans l'entraînement, le caractère très aléatoire des séquences, ça c'est une analyse séquence par séquence, et le caractère très individualisé finalement de la sollicitation, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mobiliser tout le monde, mais vous voyez que sur la même séquence, une séquence qui se joue à 220 mètres minutes à peu près, la moyenne est à 49 mètres, celles qui en font le moins sont à 25 mètres minutes. Donc vous voyez à quel point c'est aléatoire et à quel point les gens peuvent être très sollicités dans une zone du terrain, y compris à 7, et beaucoup moins dans une autre. Ce qui ne veut pas dire que s'ils sont loin du ballon, ils ne travaillent pas, ils ne se démarquent pas et ils ne servent pas à l'équipe. D'accord ? Et ça fait aussi partie des données du rugby à 7. Ce n'est pas forcément dans ce domaine-là très différent du jeu en black, par exemple, qui va solliciter peut-être 8-9 joueurs dans une zone particulière, mais qui pour autant ne désintéresse pas les joueurs qui sont loin du ballon et qui doivent se démarquer, qu'on joue sur 2 tiers terrain ou sur le terrain en complet. Voilà un petit peu sur les données physiques. Une dernière, parce qu'elle colle parfaitement à l'idée du sport extrême, c'est la sollicitation extrême de la vitesse. Ça, c'est des données prises en tournoi qu'on regarde et qui expliquent là aussi la sollicitation de la vitesse par l'entraînement et par le rugby, sur le fait que vous voyez, il y a beaucoup de joueuses sur tous les matchs qui quand même approchent de leur vitesse max, qui elle, pour le coup, n'est pas mesurée sur le terrain. Donc, vous voyez quand même qu'il faut arriver à ressolliciter ses aptitudes à sprinter dans des situations rugby, et que ça, si vous ne le mobilisez pas à l'entraînement, par définition, à l'image de tout ce qui a été dit, encore une fois, c'est très récurrent depuis ce matin, ça ne peut pas arriver en match. L'entraînement a bien vocation à préparer au match. Il a donc, vocation, j'ai une voix qui porte moi, il a donc vocation à retrouver les situations de match, qu'elles soient combattues, qu'elles soient sprintées, dans l'intensité, autrement dit, tout ce qu'on vient de voir en image au début. Tu peux y aller. Voilà, rappelez, c'est la même, hein, tu peux y aller. Donc, juste là, l'occasion de rappeler que le rugby à 7 est un sport de combat. Il a longtemps eu l'image d'un sport dans lequel on jouait à toucher, dans lequel il y avait peu de contact, dans lequel finalement on faisait courir le ballon. Hein. Je me souviens d'une interview de Guy Novès il y a de nombreuses années qui expliquait que c'était de l'athlétisme. Bon, juste le petit focus, là, c'est pour vous signaler, que filles et garçons, c'est très comparable, et que sur le pied, je vous dis, ça tend à se réguler. 2, que les tâches de combat sont des éléments absolument capitaux. D'accord ? Là, c'est des exemples extrêmes, certes, mais 69 tâches de combat pour Camille Grassino, qui est une laborieuse du 7, hein, une dure au mal du 7, une travailleuse de l'ombre. Et puis, juste pour vous dire aussi, quand même, au passage, parce que c'est aussi l'occasion de parler un peu de rugby à 7, que le rugby à 7 est très marqué culturellement. Là aussi, Laurent a expliqué, les Écossais ont leur façon d'envisager le jeu, les Sud-Africains ont leur façon d'envisager le jeu. Ça se construit certes autour d'une logique interne qui est la même, mais dans la façon d'envisager la possibilité de mettre la pression, dans la façon de s'adapter à sa propre culture, à sa propre philosophie, il y a forcément des marquages, et à 7, ils sont très forts. Voilà. Ici, juste peut-être un petit, tu peux y aller, hein, un petit focus sur l'activité par minute, où bien sûr, vous l'avez compris, on est dans quelque chose de plus sollicitant que le 15, puisqu'on se partage les tâches à moins nombreux et à moins nombreuses. Vous voyez en bas le petit carré, le petit rectangle, entre guillemets, qui est consacré au 15. Vous voyez donc que dans l'ensemble, l'activité, qu'elle soit offensive ou défensive, est majorée. D'accord ? Et c'est là pour moi un point de bascule pour vous dire que j'ai envie de commencer à répondre un petit peu à la question en vous disant je suis incapable de vous dire si le rugby à 7 est un sport extrême. J'ai même envie de vous dire que peut-être ce n'est pas un sport extrême du point de vue de la définition théorique qui est donnée par les gens qui se sont intéressés
à cette terminologie, à cette façon de classer les sports. C'est sans doute un rugby d'extrême. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, ça ne veut pas dire qu'il est mieux que le rugby à 15. C'est un rugby d'extrême, un rugby un petit peu différent et un rugby surtout d'effectifs réduits, qui met beaucoup en situation, qui sursollicite les individus parce qu'on est tout simplement moins nombreux et que si vous mettez 7 gosses contre 7 gosses sur un demi-terrain, bah nécessairement ils toucheront plus de ballons, ils seront plus en situation défensive, offensive, sous pression ou avec de la pression positive que s'ils ne le sont à 15 contre 15 sur le même terrain. C'est inévitable. Et j'ai presque envie de vous dire que là, au moment de répondre à la question de l'extrême, je vous dis, je suis un peu en difficulté. Oui, on court plus. Oui, on touche plus le ballon. Oui, on fait plus de passes. Oui, on règle plus. Oui, on plaque plus. On est surtout beaucoup, beaucoup plus mis en situation. Et là, le plaidoyer, il serait plutôt à ce moment-là de vous dire, posons-nous la question de savoir comment nous allons beaucoup mettre en situation nos joueurs et nos joueuses, quel que soit leur âge, comment allons-nous les soumettre à un certain nombre de situations variées, ressemblantes certes, mais singulières. Vous pourrez jouer 10 000 2 contre 1 dans votre vie, il n'y en a pas un qui sera exactement le même que celui que vous avez joué juste avant. Et c'est comme ça, à l'image de ce que disait Thomas tout à l'heure, qu'on se construit de l'expérience et qu'on se construit de l'expertise. Tout l'enjeu pour nous, c'est de rebondir sur ces situations pour donner des occasions de s'adapter individuellement, collectivement, donner des repères et apprendre aux joueurs à s'adapter et à construire avec ce qu'ils sont eux-mêmes. Et peut-être à ce moment-là, l'envie de vous dire que le 7, de ce point de vue-là, est sans doute, du fait de son effectif réduit, une pratique d'exception pour apprendre aux joueurs et aux joueuses à s'adapter à toutes les formes de situations auxquelles ils peuvent être confrontés. Et c'est peut-être surtout sur ça que je voudrais insister. Tu peux y aller. Voilà. Après, le reste est anecdotique, il n'est en aucun cas provoquant, il va vous paraître d'une logique extrême, chaque niveau a sa réalité, chaque discipline a sa réalité. Vous prenez par exemple la première ligne, par définition, Jade Ulutulé, par exemple, quand elle joue en World Series, est à 1,2 actions par minute, autrement dit, des passes, des plaquages, des rucks, etc., etc. Quand elle joue contre l'Angleterre avec le 15 de France, elle est à 0,5 actions par minute. Quand elle joue en club avec Rennes, elle est à 0,4 actions par minute. Et là, encore une fois, l'idée n'est pas de classer les disciplines ou de faire que l'une est meilleure que l'autre. Simplement, une fois de plus, l'effectif réduit, c'est l'effectif réduit. Et il est normal que Jade Ulutulé, quand elle est sur un terrain avec 6 copines et qu'il n'y a qu'un ballon, elle touche plus le ballon et elle soit plus mise en situation que quand elle le partage à 15. C'est comme ça. Et c'est la réalité du jeu, ni plus ni moins. Il est normal, à des moments, que le niveau international, à l'image de ce que disait Laurent, soit par certains côtés très ressemblant à ce qu'est le niveau domestique, mais qu'il soit incomparable en termes d'intensité, parce qu'on a affaire aux meilleures personnes qui s'affrontent sur le même terrain avec les mêmes règles. Donc c'est normal que, du point de vue des exigences, ça soit majoré. Voilà. Alors quand même, juste retenez la fin. Vous voyez, en termes d'équipe, 7,8 actions par minute pour l'équipe, 1,2 actions par minute et par joueuse. Voilà. Et là, effectivement, quand on compare, la vertu de l'effectif réduit, elle est évidente. Voilà. Là c'est quelques exemples. Alors, une fois de plus, je vais être honnête, il n'y a pas de. J'ai grand respect pour tous les gens qui s'investissent sur le terrain, mais c'est vrai que mettre en évidence un petit peu de temps en temps les laborieux, ceux qui font le travail de l'ombre et qui ne sont pas toujours reconnus, ce qui est parfois, faut être honnête, une faiblesse du rugby français, qui aime beaucoup ce qui se voit et moins ce qui se voit pas, alors que ce qui se voit pas compte énormément quand même. Voilà, juste vous donner quelques exemples sur Camille Gracido, encore une fois, sur laquelle j'ai un petit peu insisté tout à l'heure en termes de profil. Vous voyez, on a appelé ça, Germain, Corentin, et puis je pense que JB doit être dans le cours, a appelé ça les tâches bagarres, qu'il ne faut surtout pas voir sous l'angle de la bagarre, mais sous l'angle du combat, et bien du combat efficient, mené avec le moins de dépenses énergétiques possible et le plus d'efficacité possible. C'est quand même 54 tâches de combat dans un tournoi de rugby à 7. Comme le disait JB, 5 à 6 matchs en un week-end, dans lesquels il faut réitérer l'échauffement, la préparation mentale, l'aptitude sur laquelle Jérôme insistera, l'aptitude à se remettre dedans à chaque fois et à gérer les émotions. Donc voilà un petit peu en termes de sollicitation, 100 tâches complètes sur un tournoi auquel il faut rajouter et off EDF les tâches spécifiques. Camille en l'occurrence joue à l'honneur, donc il faut aussi se coller quelques mêlées et proportionnellement il y en a
autant qu'à 15, voire plus, quand même, il faut le savoir. Voilà, tout ça pour vous dire encore une fois que l'idée, c'est pas de faire une présentation du set ou encore une fois d'en faire un sport d'exception. C'est un sport à part entière. J'ai compris que j'avais pris un carton comme d'habitude. C'est juste de vous dire que, encore une fois, quand on met en situation des gens très souvent, si on les alerte, si on les stimule, si on réfléchit un petit peu avec eux et avec l'ensemble du collectif à la meilleure façon de s'adapter à tous les types de rapports de force, forcément, à la fin, on va en faire des joueurs meilleurs, plus efficients, quelle que soit leur pratique, que ce soit le 7 ou le 15. Autrement dit, encore une fois, pour terminer, juste la dernière diapo est vraiment pour dire que tout ça, ça peut être fait, bien sûr, collectivement. Rappelez que ce travail, même si c'est moi qui ai la chance de le présenter, c'est forcément un travail d'équipe. Donc, bien sûr, vous vous doutez bien que ce n'est pas David Courtex qui fait tout. J'irai même loin de là. Puis heureusement, compte tenu de ses qualités techniques dans certains domaines. Mais juste, voilà, insister encore une fois sur le fait que c'est la mise en situation, c'est l'exposition au milieu qui permet aux gens de devenir véritablement efficients dans toutes les situations. C'est l'adaptation qui est au cœur de l'entraînement. Autrement dit, les deux questions fondamentales, si je devais terminer là-dessus, que nous devons nous poser, c'est comment construire des gens capables de s'adapter seuls et collectivement à des situations variées, quel que soit le rapport de pression. Là aussi, moi, l'une des petites faiblesses que je nous trouve parfois en France, c'est notre capacité à entraîner uniquement les choses qui se passent bien et les choses idéales. Or, à l'image des images qu'on vous a montrées, ça ne se passe pas toujours à l'idéal, parce que l'adversaire, lui, il ne le veut pas. D'accord ? Et la deuxième des choses, c'est construire autour de ce qu'ils sont, c'est-à-dire de la notion d'intention, véritablement, et les laisser par eux-mêmes trouver un certain nombre de pistes. Je termine par ça pour passer la parole à Jérôme, et je pense que là, ça va pour le coup bien le lancer. Juste vous dire que je vous encourage à rejeter un œil à De Leplace et à ses traductions diverses et variées de terrain, Scrella, Villepreux, Deloris, Peuch-Lestrade et autres. Je pense qu'il y a parfois dans le passé beaucoup de pistes pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je vais à la simplicité et l'efficience, voilà, parce que c'est le rugby à 7. Voilà. C'est l'école de l'humilité aussi. Voilà, il faut se remettre en question en permanence et de manière très rapide. Alors, je vais provoquer un peu, et j'aime bien, vas-y, tu peux passer, mettre ce titre-là, voilà, le rugby à 7, la Formule 1 du rugby. Bon, tout va très vite, vous avez compris, tout va à 10 000 à l'heure, je ne vais pas refaire l'exposé de JB ou de David, ils viennent de l'exprimer. Mais quand tout va très vite, on a besoin aussi de prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, il faut savoir aussi se hâter lentement. Se hâter lentement, c'est prendre le temps de l'analyse aussi et d'être capable de comprendre ce qui se passe dans l'écosystème, dans l'environnement. Donc forcément pour les joueurs, voilà, dans la relation qu'il peut y avoir entre le 7 et le 15, pour les joueurs, quand on entend l'exposé de David ou de ce que vient d'exprimer JB, de fait, ça développe toutes les habiletés et les compétences de base. Mais pas que. Ça développe aussi tout ce qui a trait à l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire au cerveau. Le cerveau, c'est le chef d'orchestre du corps. Et si on ne prend pas en compte dans l'écosystème du rugby à 7, tout comme dans le rugby à 15 d'ailleurs, on ne peut pas y arriver. Mais 7 à 7, c'est vécu de manière exacerbée. Vous pouvez réussir une action, et de suite, comme vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, on le verra sur une illustration aussi, vous vous trouvez en grande difficulté, ou sous haute pression très rapidement. Et donc vous avez besoin de développer et de déployer ces capacités de prise de décision sous haute pression. Donc ça, c'est à prendre en compte, en sachant que pour travailler sur l'intelligence émotionnelle, pour pouvoir être fort dans les compétences de base, il ne faut pas qu'il y ait le grain de sable dans les aspects motivationnels, dans la gestion des émotions forcément, et puis dans la confiance en soi. Donc le rugby à 7 permet, par le fait que ce soit un vrai laboratoire aussi, un vrai système d'observation pour vous les coachs, d'optimiser, d'amener le joueur, ou les joueuses d'ailleurs, à être en consolidation, en fabrication de ces compétences-là. Donc je passe vite sur le joueur parce que ce qui va m'intéresser aussi maintenant, c'est de vous exposer un peu l'expérience coach. Voilà, le rugby à 7, il développe forcément les compétences des joueurs, mais aussi les compétences des coachs. Vous êtes soumis à la même pression de vitesse, à la même pression du résultat immédiat quelque part, dans lequel il va falloir être pertinent et performant dans le positionnement des objectifs de moyens.
Donc forcément, vous allez construire tout ce que vous connaissez, un projet sportif, un projet d'équipe, voilà, construire un plan de performance. Vous allez travailler sur la posture professionnelle, savoir essayer de travailler sur ce que vous allez renvoyer, construire vraiment une identité qui va permettre de générer de la confiance autour de vous, permettre aux joueurs d'être en capacité de switcher s'ils sont en échec, de capitaliser, de construire s'ils arrivent à réaliser de belles actions, même si le résultat immédiat n'est pas là, pour pouvoir fabriquer ce qui va se passer très rapidement derrière, que ce soit sur le match ou le match qui arrive après, très vite, c'est-à-dire 2h30 après. Ou d'un jour 1 à un jour 2, en sachant qu'on est peut-être qualifié en quart de finale, ou on est peut-être sur le deuxième chapeau, sur le deuxième niveau, pardon, mais le deuxième niveau est très important à réussir pour le tournoi d'après, parce que si vous ne le réussissez pas, vous vous retrouvez dans une poule très difficile et extrême. Bon, il faut savoir aujourd'hui que si on illustre un petit peu ça sur les derniers tournois qu'on a joués, le niveau international chez les garçons, et même chez les filles d'ailleurs, s'élève voilà, de plus en plus. Et puis on se retrouve avec les All Blacks ou les Sudaf pas qualifiés à Toulouse en Cup. Et à l'inverse, à Londres, c'est nous qui ne sortons pas en ayant fait une 3e place à Toulouse. C'est les Argentins qui sont en premier national qui ne sortent pas, ou les Américains qui sont 4e sur le circuit mondial qui ne sortent pas non plus. Donc tout ça, c'est une effervescence permanente, et puis avec une pression permanente du résultat malgré tout, parce qu'on s'attend tout le temps sur le résultat. Donc on est soumis à ces pressions extrêmes, et le 7 vous développe vraiment des compétences de manière exacerbée, voilà, en tant que coach et en tant que collaborateur de la performance, comme l'a exprimé tout à l'heure David, dans l'écosystème et dans l'environnement dans lequel nous sommes au quotidien. Tu peux passer. Donc forcément, il nous faut des compétences de management et souvent exercer un management motivationnel. Donc on va être dans l'ambition d'accompagner un peu tout le staff aussi à être vraiment dans l'exigence forte, forcément, au travers de toutes les données, les big data que vous pouvez avoir, toutes les analyses qu'on va faire, mais aussi à mener cette notion de plaisir. Si on ne se fait pas plaisir, si on n'est pas joyeux, si les joueurs ne sont pas joyeux, si tout le monde n'est pas convaincu de ce qu'on fait, on ne peut pas y arriver. Et on n'y arrivera pas, et on ne générera pas des choses positives. Il faut aussi qu'on soit vraiment en capacité de gérer l'écosystème. David a parlé d'adaptation, d'être capable d'être agile dans des situations diverses et variées sur le terrain, mais ça se traduit en permanence. JB a évoqué le fait qu'on partageait nos environnements avec toutes les autres équipes, on s'analyse en permanence, on est toujours connectés les uns aux autres, on est ensemble en permanence pour collaborer en semaine de préparation, puisqu'on va affronter certaines équipes, mais aussi on va essayer de travailler sur l'optimisation des règles du jeu. D'ailleurs, je reviendrai peut-être un petit peu sur ça tout à l'heure, mais on a la pression aussi un petit peu de World Rugby sur ce que doit être le rugby à 7 à l'échelle internationale, c'est-à-dire un sport qui est facile à comprendre, facile à interpréter pour le grand public. Voilà, c'est un outil de conquête quelque part pour attirer de nouveaux licenciés, de nouveaux publics. Donc on a cette pression-là sur les épaules, voilà, des coach meetings avec les arbitres et tout ça pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Et donc on est obligé de prendre ça en compte dans notre écosystème. Il y a forcément l'analyse de la performance, comme vous l'avez pu voir, hein, vous avez vu tout un tas de données d'analyse, que ce soit 15 de France féminin, 15 de France masculin, chez David aussi. On vous montrera un petit peu comment on travaille aussi, nous chez les garçons, en sachant qu'on veut des choses simples. Moi, il me faut des choses simples pour aller très vite à l'essentiel. Voilà, mais avec des codes d'alerte qui vont permettre d'aller faire des zooms et des focus pour essayer d'optimiser la performance de l'équipe, à l'instant T peut-être, mais aussi entre deux tournois pour pouvoir essayer d'avoir les réponses les plus optimales de la part des joueurs, en ayant l'ambition de les rendre le plus autonomes et les plus responsables possible sur le terrain. Tout autant qu'on va essayer de rendre le plus autonome et le plus responsable possible aussi tous les membres du staff et tous les collaborateurs, et notamment aussi toute la base arrière qui nous soutient. Voilà. Et puis après, c'est comment on va essayer de construire la culture de la performance au travers de tout ça. C'est aussi d'avoir des convictions fortes. Je crois que tout le monde ici a des convictions fortes. Et quand on a des convictions fortes, c'est essayer de les faire transpirer et de faire en sorte que les joueurs se les approprient au maximum et vous les fassent évoluer. Et vous amène dans une dimension de créativité et d'imagination pour anticiper le futur. Faire du bon travail, c'est être très compétent dans ce qu'on sait faire, être fort dans nos compétences fortes, mais c'est de suite imaginer le futur immédiat. En 5 secondes, 10 secondes, une semaine, mais pas plus. Ça ne sert à rien d'anticiper 6 mois à l'avance, même si on a un plan de performance et qu'on tend vers une description des choses. Mais on veut aussi performer à l'instant T et être dans cette capacité de créativité.
Ce que disait aussi tout à l'heure David sur ce qui se passe sur le terrain. C'est la même manière pour le staff. Tu peux montrer juste un élément. Alors on est soumis à quoi? Voilà, ben on est soumis à construire la confiance. Construire la confiance, c'est aussi créer des conditions qui vont nous permettre d'être efficaces dans l'écosystème. Alors voilà, ça c'est un exemple, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais de notre vestiaire. Voilà. Alors en l'occurrence, on était seul, c'est un privilège, c'est du luxe quand on est seul dans le vestiaire à 7. Des fois, on se retrouve avec 2 autres nations. Mais on essaye d'avoir tout un tas d'informations et d'éléments qui vont permettre de conditionner toutes les ressources de la compétence et de la performance. Je vous parlais des compétences de base tout à l'heure, donc on va pouvoir faire des analyses vidéo, on va avoir le médecin, le kiné qui vont travailler aussi sur l'intégrité physique, on va avoir le préparateur physique qui va faire quelques retours de performance physique au vu du match, mais aussi on a le retour vidéo, l'analyse de la performance subjective qu'on va essayer d'objectiver un maximum avec quelques données. Et pour ça, on a des données essentielles de base. Alors, JB, est-ce que tu peux montrer, s'il te plaît, voilà un profil de poule par exemple, et puis des données qui vont nous permettre très rapidement de savoir à qui on a affaire par rapport aux matchs qu'on va jouer et aux matchs qui vont arriver. Voilà, en sachant qu'on a une analyse subjective aussi qui nous permet de rentrer dans ce qu'évoquait tout à l'heure David, c'est-à-dire la culture de jeu de chaque équipe, qui sont souvent tout le temps identiques, avec quelques subtilités qui vont tomber, qu'il va falloir analyser d'un match à un autre, en fonction des matchs qu'on aura vus sur le match parallèle qu'on aura joué quasiment en même temps que nos concurrents directs des poules. Et puis après, on va essayer de faire quelques zooms. Là, on s'aperçoit que sur le turnover différentiel, alors je donne la parole à Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste, c'est l'analyse de la performance rugby. Il va vous expliquer ce que c'est que le turnover différentiel. La statistique de turnover différentiel, c'est une statistique déjà qui est fournie sur l'ensemble des équipes, donc qui nous permet de comparer les équipes les unes avec les autres et calculer très facilement. C'est le nombre de ballons que l'on récupère, donc turnover positif, moins le nombre de ballons que l'on perd, donc turnover négatif. Et quand on fait la soustraction de l'un avec l'autre, ça nous permet d'avoir un différentiel. Il y a des équipes en négatif, des équipes en positif, et on se rend compte que c'est une statistique qui, sur le match, caractérise beaucoup le gain ou non du match, parce que il conditionne aussi beaucoup la performance et le nombre de munitions qu'on a. Comme j'expliquais, les matchs sont très courts, et donc forcément, plus on récupère de munitions et plus on en enlève à l'adversaire, mieux ce sera. Mais c'est aussi une statistique qui se compense avec les autres statistiques qu'on peut avoir par exemple ici et sur la photographie qu'on peut avoir à l'instant T sur une performance. Donc là, juste pour illustrer, on s'aperçoit que les Fidji sont très performants sur le turnover différentiel. On tend vers quelque chose qui devient positif. Voilà, on sait qu'on a fort à faire là-dessus. Et après, on va vous expliquer comment on zoome là-dedans et ce que ça peut vous amener, vous, si un jour vous pratiquez le 7 dans vos clubs et que vous allez en tournoi aussi, ce qui va vous permettre d'être laboratoire et expertise un petit peu pour développer des stratégies d'évolution dans votre rugby à 15, par exemple. Et puis, managérialement parlant, se projeter dans des objectifs très précis et se dire, bon, mais contre les Fidji, on sait qu'on va avoir fort à faire sur cette phase de jeu, sur ces phases de jeu, sur cet élément-là. Mais contre l'Irlande ou contre le Pays de Galles, ce sera peut-être d'autres éléments. Et ça se compense en fonction d'autres focus liés à la conquête ou à l'efficacité dans les zones de marque. Mais quand j'ai dit tout ça, j'en faisais porte ouverte un peu parce que ça, c'est des statistiques qui résultent de ce qui s'est passé. On n'est plus dans ce qui va se passer. Mais par contre, ça nous permet d'aller à l'essentiel et d'aller dans l'efficacité et la simplicité. Quand on fait le zoom, par exemple, sur le turnover différentiel, on a fini le tournoi, on va zoomer pour voir ce qui s'est passé là. On va faire un travail d'investigation. Et là, on va regarder un petit peu l'analyse de ce qui se passe là-dessus. Où est-ce qu'on se fait casser la gueule, en gros, quoi. Est-ce que c'est dans les phases de combat ou est-ce que c'est ailleurs? Bon, je vais passer la parole à Jean-Baptiste et il va vous expliquer un peu quel est son travail aussi avec moi. Voilà, dans ce bon de commande qu'on avait eu avec Jérôme sur comment perd-on et récupère-t-on la balle, c'est une longue étude qui avait été demandée sur une question très simple pourtant. Je ne vais pas rentrer dans le PowerPoint, je vais laisser comme ça parce que vous pouvez le voir, il y a pas mal de slides. Et l'idée c'était comment est-ce qu'on va réussir à fouiller sur cette photographie au final du turnover différentiel qu'on a sur tous les matchs, toutes les compétitions. Comment est-ce qu'on fouille à l'intérieur sur les différentes façons de perdre la balle, comment est-ce que France 7 perd la balle, comment est-ce qu'on la récupère aussi chez les adversaires, quand on compare les deux, comment est-ce qu'il y a une influence de l'arbitrage, de tel et tel arbitre sur cet élément-là, ou encore sur les breakdowns ou l'analyse des rucks qui aussi influent grandement sur ces éléments-là. Et cette étude nous avait permis de voir que les phases de breakdown étaient les phases sur lesquelles il y avait le plus de perte de balles, mais aussi de récupération de balles. Donc après, Jérôme va vous montrer sûrement 2-3 artefacts qu'on a réussi à créer dans le jeu pour pouvoir consolider la performance là-dedans. Et on avait aussi du coup découlé une étude sur les offloads parce qu'on s'était rendu compte que c'était une
une source de perte de balles grande pour nous. Et donc, de la même manière, on est allé chercher une investigation sur, une analyse juste offload, sur quel type de offload on fait, comment on est dans la chute lors du offload, quelles sont les issues, est-ce que ça a un impact sur la défense, positive, négative, où est-ce qu'on les fait sur le terrain, et les offloads où l'on perd la balle, est-ce que ça change par rapport est-ce que ces offloads-là sont changés par rapport aux offloads où on la récupère, et ça permet tout ça de revenir. Ce focus-là permet du coup après à Jérôme de réadapter son projet et son discours avec les joueurs, et mettre du sens aussi à ce qu'il va pouvoir dire aux joueurs. Donc si je fais en clair, en gros, sur toutes les phases de combat, on est meilleur que tous nos adversaires directs. C'est-à-dire que sur toutes les phases de breakdown, c'est là où on gagne le plus de ballons. Sur le tournoi de Toulouse, on a plus 11 en turnover différentiel sur les phases de breakdown. Par contre, ce qui nous impacte aujourd'hui, c'est le offload ou c'est le jeu devant la défense. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de passes et on en fait peut-être un peu trop. Il faudrait qu'on prenne un peu plus d'initiative à certains moments, qu'on soit un peu plus dans la maîtrise du tempo, la capacité à changer de rythme au bon moment pour pouvoir essayer de franchir plus rapidement. Mais aussi, quand on passe dans le dos de la défense, être en capacité d'être efficace, parce qu'on s'aperçoit qu'on a 32% de réussite de marque quand on arrive à déclencher des offloads dans les bonnes conditions. Et donc tout ça pour dire que le rugby à 7, c'est un vrai laboratoire qui amène aussi à trouver des solutions très rapides, puisqu'on vit plein de situations tout le temps et plein de matchs sur peu de temps. Et donc, ça permet de réguler pas mal de choses. Et ce qui nous a permis de construire des codes de communication. Alors je ne sais pas si tu peux montrer un peu ce que ça a donné. Et en fait, le résultat de tout ça, ça nous a permis de fabriquer des stratégies un peu liées aux phases de breakdown, en situation de pleine vitesse, en situation, vas-y, tu peux montrer rapidement un peu à quoi ça correspond, en situation un peu plus ralentie, en situation de franchissement extrême, voilà, et dans lesquelles il fallait être efficace. Et en fait, en travaillant avec les joueurs et en discutant avec les joueurs et en étant vraiment dans la théorie du questionnement, on va dire, voilà, et de la créativité, on s'est aperçu qu'en mettant juste des codes de communication, on avait réussi à optimiser très rapidement toutes ces phases de jeu. Et en gros, les codes de communication, vas-y, tu peux juste les mettre pour passer, parce que sinon je vais exploser le timing. Voilà, aujourd'hui, sur ces phases de jeu-là, on a garde, lève, jette. Voilà, tout simplement. Et ça correspond à une stratégie d'action par rapport à la phase de breakdown et à la phase de gestion du offload. Sur le jeu devant la défense, c'est pareil, on va avoir deux stratégies de communication qui vont être couloir ou large. Sachant que par exemple, Laurent tout à l'heure parlait de 3 tiers terrain, là, nous on est un peu dans le même schéma. On a les 2 couloirs des 15 mètres, un couloir du milieu qui arrive après le deuxième pass, qui n'est pas figé. Voilà, même si on peut jouer partout sur le terrain. Sachant que la règle d'or du rugby à 7, c'est d'avoir toujours 3 joueurs dans la zone du ballon et 4 joueurs qui menacent sur la largeur. Donc forcément être en situation d'action permanente, voilà, et de déplacement permanent et de recharge permanente et en capacité d'être dans la situation où on va prendre une décision extrême. Donc pour revenir un petit peu à ce que je disais, l'expérience joueur, l'expérience coach, on est tous soumis vraiment à de la haute pression et à de la haute performance en permanence. En sachant que, pour illustrer un petit peu ça, tu peux aller sur la slide vidéo, s'il te plaît, du dernier match. Je ne sais pas si vous aviez vu ce match-là, mais sur le match de Toulouse, où à la fois, nous, le staff, on est soumis à l'autre pression. Et là, en l'occurrence, c'est, vas-y, mais sur pause pour le moment, on est dans une situation un peu extrême, c'est-à-dire qu'on est à 12-12, on joue la médaille de bronze, on a perdu la demi-finale contre l'Irlande, on s'est fait un peu piéger par l'expérience, par le vice. Voilà, on a pris une déculottée par les Irlandais, puis de suite, il faut se remettre dans le schéma, et puis on joue les Samoa qui sont en grande performance depuis le début de l'année, et là, on est à 12-12, mort subite. Et là, tout le monde prend l'impression, le staff, tout le monde, les joueurs, tout le monde est sous pression. Donc là, il faut prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'on sait que la prochaine cartouche est capitale. Voilà. Mais ça, c'est le scénario qu'on a travaillé à l'entraînement. On est prêt à ça. C'est-à-dire qu'on l'a anticipé. Nous, le staff, on l'a anticipé, on a été ressources, on a analysé plein de choses, comme peuvent le faire le 15 de France ou le 15 de France féminin ou le 7 de France féminin. On a analysé tout ça. Et l'objectif, pour moi, là, c'est d'amener de la confiance aux joueurs, de leur amener de la sérénité, d'amener 2-3 éléments importants. Et au moment où le joueur parle, il y a Julien qui va faire le toss, bien sûr, et qui va avoir une décision à prendre. Mais qui va être obligé de me concerter. Parce que moi, je suis en train de parler au joueur. Il est loin de moi. Donc lui, il est sous pression aussi. Mais à ce moment-là, il peut prendre une décision tout seul. Parce que là, on ne l'avait pas forcément anticipé, ça. Voilà. Mais il n'apprend pas. Donc, il me tend la perche. Sauf que là, on a un élément laboratoire, quelque part, où on va essayer d'optimiser aussi, parce qu'il me parle pendant que je suis en train de parler. Parce qu'il est sous pression. Donc on est obligé aujourd'hui de prendre ça en compte aussi dans la construction du staff et dans l'évolution de nos compétences intrinsèques staff.
Et donc, en gros, moi, je suis en train de parler aux joueurs, je leur dis, on va taper le coup d'envoi. Je ne savais pas si on allait l'avoir, d'ailleurs. On va taper le coup d'envoi, on va le récupérer, parce qu'on sait que les Samoans, ils reculent tout le temps sur les phases d'engagement. Donc là, on va mettre une grande tapette. Je ne veux jamais ça. Mais là, on va la mettre. Et puis, on va récupérer le ballon, on va maîtriser le tempo, on va travailler sur le changement de rythme, on va attaquer le couloir du milieu, parce qu'on sait qu'il faut attaquer le couloir du milieu, et on va marquer. C'est de l'intox. Je crée la confiance. Je crée le climat de confiance. Et là, Julien me tanne, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, tu prends le coup d'envoi. Et on prend le coup d'envoi. Et là, le Samoa, lui, il prend le terrain face au vent, face au soleil. Parfait. Parfait. Et là, je me suis dit, c'est bon, on a gagné. Je ne savais pas, hein, mais je me suis dit, on a gagné. Et boum, je vous mets la séquence. Je fais le malin un peu. Ça n'a pas été le cas à Londres après, garanti. Ah, mais il y a tout. Mais il y a plein d'erreurs en plus. Dans cette situation de jeu, il y a plein d'erreurs. Il y a plein de petites choses qu'on corrige en permanence. Il y a plein de petits détails qui ne me vont pas. Vous allez voir une passe en flotte de Permignon, elle est très risquée. Et moi, j'aime bien que le flotte, ça se passe dans le dos de la défense, et pas avec des joueurs entrés. Voilà, celle-là, elle est très dangereuse. Mais bon, le joueur a le droit de la faire. Ça marche, eh ben, tant mieux. Ça ne marche pas, après, on a rendez-vous. Dans le couloir du milieu, bam. Bam. Et voilà, tout simplement, maîtrise du tempo. Voilà, on a vu plein de changements de rythme. Bum, essai. Et là, c'est gagné. Mais là, il y a eu plein de prises de décision sous haute pression, quand même. Voilà. Et donc, le rugby à 7 vous amène tout ça. Et développe ça de manière exacerbée. Et je vous garantis que si vous l'explorez dans vos enfin, bon, certainement, certains d'entre vous le font déjà, mais si vous explorez ça dans vos méthodes d'entraînement, ou vous corrélez ça un peu dans vos méthodologies d'entraînement avec la pratique du 15, ben vous allez vraiment vous régaler. Il y a toute la dimension aussi mentale, c'est pareil. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on travaille énormément aussi sur cette capacité à fabriquer la confiance et à switcher très rapidement et à passer d'une action à l'autre. J'ai parlé de l'Irlande, on s'est fait piéger, puis derrière on joue Samoa et puis on a une grande réussite. Mais sur une action, c'est pareil, on va avoir un échec, 2 échecs, 3 échecs, on va avoir 3 réussites, je sais pas, on marque 3 fois, ça nous est arrivé de mener de 3 marques à 1 minute 50 de la fin et puis de se retrouver à faire match nul et à être à mort subite ou d'avoir perdu le match. Bon. Mais tout ça pour vous dire qu'on travaille avec Michael Campo, avec la base arrière et avec la cellule de Julien Pission aussi sur tous les éléments de la performance, bon, la nutrition, tout ça machin, mais aussi sur les habiletés mentales. Et la notion de SRAC, du SRAC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le SRAC, mais c'est le système de réponse aux actions critiques. Et c'est quelque chose qui permet aussi aux joueurs d'être en capacité de gérer leurs émotions et de gérer ce qui se passe. Et on le travaille aussi de la même manière avec le staff. Voilà, même si on a encore un peu plus de chemin à faire. Et le SRAC, ça correspond un peu à SRAC mi-temps, parce qu'il y en a aussi pendant le jeu, mais SRAC mi-temps, ça correspond un peu à ça. Et je vous garantis qu'il n'est pas parfait. Mais peu importe. C'est un point de ralliement, et c'est un point de ralliement où on va essayer d'occulter ce qui s'est passé sur le match, de laisser la place aux joueurs pour qu'ils s'expriment un peu, qu'ils puissent exacerber un petit peu leurs problématiques et ce qu'ils ont ressenti en termes d'émotion et de situation match. Et puis moi d'arriver et d'amener un discours. Un discours qui peut être de multiples formes. C'est-à-dire qu'on peut mener de 21 points comme là contre le Pays de Galles, je crois, et de les secouer. Et peut-être à l'inverse, de perdre 30 points et de leur redonner vraiment la confiance et d'être très calme et d'être vraiment sur la psychologie positive. Et ce qui nous amène des réponses très favorables. Parce que quand on est mené de 30 points, il ne faut surtout pas tuer les joueurs. Parce que peut-être qu'on a perdu ce match, mais que le match qui arrive juste après, 2h30 après, il va être capital. Et donc là, c'est essayer de trouver des situations de jeu ou des situations qui vont permettre de capitaliser et d'optimiser la performance qui arrive après. Donc c'est tout ça. Bon voilà, ça c'est juste une illustration et qui permet de switcher ou de capitaliser ou de construire. Voilà, on a la même chose à la sortie du match. Il y a toujours un petit débrief à chaud, très rapide aussi, pour sécuriser le joueur. Je crois que Thomas parlait tout à l'heure de médiatisation et tout ça, mais on a toujours la zone mixte qui arrive toujours très vite après derrière. Donc, leur donner quelques codes de langage, quelques indications, ça permet de ne pas forcément trop les déstabiliser, qu'ils ne se fassent pas piéger par les médias ou qu'ils soient à l'aise dans ce qu'ils vont donner comme information, pour pouvoir être déjà dans la récupération, l'anticipation du match d'après et l'optimisation de la performance du ou des matchs qui nous resteront à jouer. Voilà, donc allez, je passe.
Donc pour aller de manière un peu plus rapide, voilà, le rugby à 7 en tant que transfert vers le 15 ou en tant qu'outil vers le 15, ça permet d'être un vrai laboratoire en gros. C'est ça, vous allez pouvoir explorer 1000 choses, tant pour les joueurs que pour vous le staff. Autant que pour la performance ou pour l'optimisation de l'exploitation des big data. Ces big data, il y en a plein de données. Il y en a des milliers pour toutes les équipes. On peut explorer tout ce qu'on veut. Les données physiques, les données rugbystiques, les données mentales maintenant qui arrivent, puisqu'il y a aussi des informations mentales qui arrivent de partout. Voilà, mais c'est comment on va associer tout ça pour les rendre les plus simples possible, qu'on soit en capacité de prendre des décisions rapides et les bonnes décisions à l'instant T, c'est-à-dire zoomer là où il faut zoomer quand on a besoin de zoomer. Et puis voilà, et puis on a d'autres données aussi qui arrivent aussi. Alors je fais un petit clin d'œil à Mathieu qui est dans la salle, puisqu'on travaille à la fac de Créteil aussi sur ça. C'est on bosse sur l'analyse des arbitres, parce que les arbitres, ils ont une incidence forte aussi sur la performance match. Une décision arbitrale, alors à 15 c'est important, mais à 7 encore plus. Et donc pour exacerber un petit peu ce sentiment d'injustice que peuvent avoir les joueurs, ou même le staff, sur ces phases de jeu-là, on a des codes de langage qu'on construit avec les joueurs. C'est des codes de communication qui sont des SRAC, qui sont des systèmes de réponse aux actions critiques, et qui développent la confiance en soi et les capacités à gérer leurs émotions et leurs frustrations en situation de match. Donc voilà, si tu passes sur l'autre slide, en gros, pour nous, le rugby à 7 pour le rugby à 15, ça fabrique la confiance pour moi. Je pense que ça fabrique la force des joueurs, ça permet d'observer, d'analyser et d'optimiser la force des joueurs avant toute chose. Les lacunes, ils connaissent. Et leur dire qu'ils sont forts là où ils sont forts, c'est pas si évident que ça. Et le rugby à 7 peut vous amener ça sur les compétences de base, ça c'est sûr. Voilà. Ça force à la simplicité aussi. Il faut aller chercher les choses simples pour qu'ils puissent exploiter leur potentiel maximum. Voilà. Et de la même manière pour le staff. Voilà, ça optimise les prises de décision sous haute pression, très important. Voilà. Et ça se co-construit. Ça se discute, voilà, on échange. Il n'y a pas qu'une seule vérité, c'est pas vrai, mais voilà, il y a beaucoup d'interactions à avoir et de prise d'information et de trouver la dimension qui va vous permettre d'être dans le risque-bénéfice et de prendre la bonne décision. Je peux illustrer ça sur la partie médicale. Voilà, des fois, il y a un mec qui le pète, est-ce qu'il joue pas, il passe 100%. Risque-bénéfice, qu'est-ce qu'on fait? Ce joueur, il amène de la confiance dans l'équipe ou pas? J'en sais rien. Voilà. Et puis après, ça amène de la force à la créativité et à l'imagination. Et forcément, la maîtrise du tempo. Le haut niveau, pour moi, le haut niveau, c'est maîtrise du tempo de match. C'est être capable de changer de rythme, c'est être capable de travailler sur l'effet miroir, c'est-à-dire mettre la défense sur les talons, comme disait tout à l'heure Laurent. Voilà, c'est à l'inverse, en défense, refuser ça et mettre l'attaque sous pression, comme disait David il y a 3 minutes. Voilà. La maîtrise du tempo de match, c'est essentiel. Donc le rugby à 7, de manière exacerbée, ça vous amène tout ça. C'est du rugby. Voilà, c'est la même chose que le rugby à 15, mais vécu de manière exacerbée et qui vous permet de faire des focus rapides et des zooms rapides. Dernière slide. Voilà, pratiquez pour comprendre. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Pour reprendre un peu ce que vous avez dit, donc je ne sais pas si le rugby à 7 est un sport de l'extrême, mais c'est un rugby de l'extrême en tout cas, ou une Formule 1 du rugby. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce qui nous a été développé, c'est la crise de temps. Vous avez vu que c'est quand même très différent de ce que peuvent vivre les staffs à 15. Je prendrai juste le petit exemple, et je remercie Nico pour l'information en live qui m'a donné. Un match de rugby à 15, c'est en gros une semaine de préparation à un adversaire. Même si le 15 de France essaye de tendre vers moins, c'est quand même 148 slides pour préparer le match. On peut se poser les questions, notamment au rugby à 7, quand tu as 2h30, quel message tu fais passer aux joueurs, à ton staff, etc. Parce que ça, je pense que c'est des questions qui sont importantes. Des questions aussi que nous, puisqu'on a la chance d'avoir 14 équipes de France, d'avoir différentes pratiques, on peut aussi parler entre staff. C'est aussi une des forces de la fédération de rugby. Un autre petit point, puisque vous avez vu beaucoup de données, qu'elles soient physiques,
technique, même comme le disait Jérôme, mental. Je crois que le plus important là-dedans, et ça a été difficile, et c'est toujours difficile, c'est de créer un référentiel, en fait. Référentiel qu'on doit évidemment contextualiser, un référentiel qui dépend du niveau de pratique, parce que je pense que les chiffres du 15 de France sont pas les mêmes que ceux du niveau des Kravos ou des moins de 15 qu'on peut avoir dans son club, avec une seule logique, finalement, que ces chiffres, ils parlent au staff, à l'entraîneur et aux joueurs. Pour moi, il y a 3 grands points dans ces créations de référentiels. Évidemment, ils sont en fonction, c'est ce que je viens de vous dire, de la pratique. Je crois qu'il y a, et il ne faut pas l'omettre, l'aspect culturel qui arrive. Vous avez vu, tous les staffs en ont parlé. On a des joueurs qui sont décisifs, on a des joueurs un peu différents. Quand tu compares, par exemple, le nombre de pertes de balles de l'Irlande, voire même de l'Angleterre et les nôtres, on n'aura jamais, en fait, les mêmes chiffres. En gros, le 15 de France a réussi à descendre. Pour autant, je pense qu'ils sont au-dessus de l'Irlande, mais parce que il y a des offloads, il y a des choses décisives, puisque le France Asset nous a montré que 33% en fait de leur offload, donc un offload sur 3, ça se finissait à dame et par une action, un décès. Donc il y a toute cette prise en compte, je pense, de cet aspect culturel pour la création de vos référentiels. Il y a aussi un deuxième point et qui est différent dans chaque groupe qu'on a, c'est l'aspect joueur, évidemment, et joueuse, puisque c'est eux qui le pratiquent, le rugby. Donc de créer aussi ces référentiels en fonction du joueur, de leur profil. Vous avez vu Camille Grassino, c'est pas la même que d'autres joueuses. Elle a des qualités, des défauts aussi, que d'autres n'ont pas. Et puis le dernier truc, c'est de créer ce référentiel par rapport à votre projet de jeu. Je pense que les chiffres, ils en ont beaucoup parlé, mais on est abreuvé, nous, par les données. L'objectif, c'est de les synthétiser. Et encore une fois, je vous le dis, j'ai commencé par ça, la synthèse, mais qui est une vraie image pour les entraîneurs, le staff et les joueurs, qui nous parlent. Sinon, il n'y a aucune logique. Et nous, ça a été des fois, à des moments, la faute, ici aussi à la fédération, dans le plus possible d'enlever les silos. L'objectif, je reprends une phrase qui est chère à JB, c'est on est tous là, tous les acteurs de la performance pour gagner des matchs le week-end. Voilà, je laisse la parole s'il y a 2 ou 3 questions, ou si vous êtes fatigué peut-être. C'est long, hein. Enfoncer ou appuyer ce qu'on a dit. Nous, on a travaillé avec les CETistes en 2021 quand, avec le Covid, on ne pouvait pas avoir des partenaires d'entraînement, etc. Donc, comme ils n'avaient pas de compétition, mais c'était nos partenaires d'entraînement. Et on avait une problématique justement sur, quand j'ai exposé tout à l'heure les catapultes et les contre-attaques de champ profond, où nous, en décrochant déjà l'ailier du côté où on mettait le ruck, on posait le ballon à l'adversaire là, notre ailier décroché, 10, 15, l'ailier opposé, on se trouvait déjà au moins avec 4 joueurs derrière, plus l'avant-dernier qui allait à l'extérieur. Et on attaquait à 5 face à une ligne qui arrivait à 5. Et ça correspondait un peu à ce qu'ils trouvaient à 7. C'était le seul moment où, pendant le match, on a ce jeu-là. Et on a discuté avec eux, justement, pour savoir comment ils transformaient le jeu à partir de là, d'amener le ballon, comme il a dit, jusqu'à l'avant-dernier. Bon, il se trouvait qu'en plus, nous, à ce moment-là, on avait des joueurs comme Virimi, qui avaient joué à 7, Gabin, bien sûr, etc. Et on a travaillé avec eux ce système de contre-attaque qui venait du 7. Et ensuite, après, pour aussi parler de Gabin Millier, vous connaissez tous, qui pour nous, dans le joueur de tâche, notamment chez les 3 quarts, est le joueur le plus efficace qu'il y a sur la planète rugby aujourd'hui. Il est comme ça, mais par contre, c'était impossible quand il se met au-dessus d'un mec de prendre un ballon dans le ruck. Lui, il me fait des contre-rucks à tout va, le conteste, il va plus vite que tout le monde, en fait. Et on a fait une étude, en fait, sur les rucks, c'est William, on aurait pu la montrer, mais à notre partie gauche de terrain,
On a 100% d'efficacité sur nos ballons. On a 70% où les recs adverses leur met le bordel. Par contre, à droite, vous voyez, bon, qui peut jouer à droite chez nous, qui a une qualité offensive exceptionnelle. Mais par contre, les rucks, on est à 30%, 40% d'efficacité sur les rucks côté droit du terrain. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui, de par la formation des sétistes, effectivement, on est obligé d'exceller dans tous les points du jeu, et peu importe les postes. Bon, je vais clore les débats. Je vous remercie déjà tous parce que c'est vraiment cool d'être venu un samedi matin. C'était la première fois que la fédération lançait un peu quelque chose qu'on ouvre au public. C'est quelque chose qu'on refera évidemment, puisque c'est vrai que depuis quelques temps, on est dans on essaye en tout cas de partager le plus possible. Alors évidemment, là c'est un petit peu descendant, mais je pense que ça va dans les deux. Je pense pas, ça va dans les deux sens, puisque on échange beaucoup maintenant avec les clubs. Souvent, vous dire aussi pour compléter. Ce qui a été dit, c'est que les problématiques des uns sont souvent les problématiques des autres. Un petit laïus aussi là-dessus. On s'est rendu compte qu'on est champion du monde de moins de 20 ans, la première fois en 2017. Oui, en France, je crois que c'est 18. 2018, on avait pris 21 points, par exemple, sur les sorties de camp. Bon, on avait fait toute une analyse sur, à l'époque, top 14, espoir et tout ça. Pourtant, on a été champion du monde, et on avait les mêmes problématiques. Donc, en fait, on s'est vite rendu compte que le projet devait être partagé au maximum entre la fédération et les clubs dans un seul but, c'est d'améliorer le joueur et d'avoir la meilleure performance après, jusqu'à la grande équipe de France qui nous régale en ce moment en plus. Donc voilà, je tenais encore une fois à vous remercier, à remercier évidemment la qualité de tous les intervenants parce qu'ils ont pris du temps et puis leurs interventions étaient riches. Je pense qu'on a apporté sur des données on va dire statistiques et puis jusqu'aux données d'entraînement. Donc les remercier encore parce que c'était un moment en tout cas que j'ai trouvé très agréable. Voilà, merci à tous.